Nous avons donc plusieurs inscrits. Nous commençons par M. Dominique Potier pour une durée de 10 minutes pour les socialistes et apparentés. Bonjour Président, ça va ? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le groupe socialiste, à travers moi, est heureux aujourd'hui d'avoir provoqué ce temps de partage et de réunion dans les droits de tirage qui étaient les nôtres. Nous avons décidé de consacrer au plan stratégique national un débat parlementaire en complément d'autres débats que nous avons en commission et dans cette Assemblée. Nous l'avons fait parce que nous considérons qu'il y a là un enjeu démocratique absolument majeur à ce que l'Assemblée ait l'occasion de se saisir, de dialoguer avec l'exécutif, de dialoguer entre les différentes formations politiques, de ce qui constitue un des leviers majeurs de notre politique agricole commune, une politique agricole commune qui est un des enjeux sur le plan économique, écologique et social majeur de notre société. Donc, fierté du groupe socialiste d'avoir permis cet espace de débat. Je note que Liberté et Territoires, l'UDI, d'autres groupes ont eux-mêmes, lundi sur la loi Egalim et tout à l'heure, provoqué eux-mêmes des temps de débat. C'est qu'il y a un manque. Et ce manque, il est structurel dans notre démocratie française. Je ne cesse d'envier le modèle allemand qui fait que pour toutes les grandes négociations européennes, la chancelière vient devant le Parlement et vient porter la voix des orientations de l'Allemagne avant d'aller les négocier en Europe. Nous n'avons pas cette tradition. Il faut savoir que l'équivalent du PSN est débattu chez nos voisins allemands, fait l'objet d'un débat entre les groupes politiques, fait l'objet d'arbitrage. La proposition du ministre est elle-même discutée, amendée, et c'est cette proposition, issue d'un dialogue entre l'exécutif et le législatif, qui permet de porter la voix des filières, des territoires et de l'intérêt général, et tout ensemble. Nous en sommes très loin. J'ai un souvenir ému de 2013 où Antoine Herth, Germinal Perrault avaient conduit une mission d'information qui avait éclairé les débats parlementaires. Nous n'avons pas l'équivalent cette année en termes de mission d'information. La crise du Covid peut expliquer, mais pas tout. C'est un regret. Nous avons une table ronde, le président Lescure, d'autres présidents de commission ont organisé, je les salue, des débats qui vont intervenir à la mi-mai, fin mai, qui vont nous permettre de dialoguer avec toutes les parties prenantes. Mais nous avons eu une initiative avec le débat public national Impactons, qui a permis à des citoyens, y compris dans une période sanitaire difficile, de débattre, de proposer. C'est une initiative française que nous devons saluer. Mais je le dis, y compris ces quelques heures de débat que nous aurons ensemble, ne remplace pas une validation par l'exécutif et le législatif de la position française dans le PSN, alors que nous parlons de près de 9 milliards d'euros qui vont compter dans la comptabilité de chaque exploitation agricole, mais de l'équilibre de nos territoires, de l'équilibre de notre société et d'une partie de l'équilibre de notre planète. Donc, déficit démocratique. Deuxième regret, monsieur le ministre, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, je le dis avec beaucoup de respect pour le dialogue que vous engagez, d'ailleurs, y compris avec les oppositions. Stéphane Le Foll, qui pendant 5 ans était notre ministre de l'Agriculture, avait fait un exercice qui me paraissait de très très bonne aloi. Il avait établi, avec les services de la DGPE, du ministère, un état complet des revenus par personne, par actif, par exploitation, dans les différents OTEX français. Alors, on avait la plaine céréalière du bassin parisien, nous avions le système landais, nous avions le système de polyculture élevage des régions intermédiaires, etc. Donc, on avait ce document. Si vous l'avez, monsieur le ministre, il faut le transmettre. Parce que quand Stéphane Le Foll, et c'est l'exercice terrible qui est le vôtre aujourd'hui, recevait ici la gauche, ici la droite, les communistes, les centristes, les libéraux et les autres, il leur disait, vous voulez 1 milliard ou 100 millions de plus ici, vous voulez bouger les éco-régimes, les dotations par hectare ou les aides couplées de telle manière. Alors voici immédiatement les conséquences pour le revenu des uns et des autres. C'était pour le moins éclairant. Ça établissait un principe de responsabilité. Nous étions en responsabilité en train de recalibrer le revenu des agriculteurs de ce pays. Parce que si nous admettons que tous souffrent aujourd'hui, tous souffrent, il faut aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que tous ne souffrent pas de la même manière et depuis le même moment. Et que ce souci de l'équité dans la répartition des aides, au-delà même de leur efficacité sur le plan écologique et économique, est un véritable sujet qu'il nous convient également d'arbitrer en tant que parlementaires. Donc, monsieur le ministre, ma première réponse au nom du groupe socialiste, c'est d'abord une question de process,
Pouvons-nous, à l'instar de ce qu'avait fait Stéphane Le Foll, produire de façon claire, didactique, les éléments qui nous renseignent sur le revenu de nos agriculteurs dans nos différentes filières et dans nos différentes régions de France? Il n'y a pas de tabou en la matière, il y a simplement un exercice de transparence et de transparence démocratique. Pourquoi est-ce que le groupe socialiste a voulu ce débat, au-delà de ces récriminations sur les modes démocratiques qui sont des préalables et qui ouvriront une discussion qui va courir jusqu'à l'été? Il n'est pas trop tard. Pourquoi est-ce que nous avons eu ce débat? Parce que cette PAC retardée, vous savez que le processus a été retardé par les élections au Parlement européen, par la crise du Covid, elle va être au cœur d'une décennie que nous savons capitale sur au moins 3 plans. Le premier plan, et si je le dis en premier, c'est que nous avons tous conscience aujourd'hui, on sort d'une loi climat dont on a qu'un vote à sanctionner hier. Nous savons qu'autour des pratiques agricoles, des pratiques économiques, des sols, se joue autour, les experts peuvent varier, ça dépend de la métrique qu'on utilise, mais autour de 1 quart des enjeux climatiques se joue autour de l'alimentation des sols, de la santé des sols, de leur résilience, de leur capacité à capter le carbone et à assurer des écosystèmes en matière de biodiversité. Donc notre assurance vie, la biodiversité, notre contribution à la lutte contre le changement climatique passe par des modèles agricoles. Et la France, grand pays agricole, par son territoire, par ses savoirs, parce qu'elle exporte, elle échange de savoirs dans le monde, peut contribuer, comme l'avait fait encore une fois votre prédécesseur Stéphane Le Foll, autour de l'initiative 4 pour 1000 que nous poursuivons, que la France poursuit, à un récit d'une agriculture qui contribue au climat, à la biodiversité. Deuxième enjeu, l'alimentation. Dans une trajectoire à 2050 d'une dizaine de milliards d'habitants, comment assurer la sécurité alimentaire collective, j'aime mieux ça que souveraineté alimentaire, des uns et des autres, l'IDRI nous dit c'est possible, à condition de concilier juste échange, qu'on valorise toutes les terres du monde, tous les paysans du monde, tous les écosystèmes, une agroécologie intensive, à condition qu'on crée des infrastructures d'échange entre les villes et les campagnes dans toutes les régions du monde, et du juste échange, au lieu de ces traités absurdes, comme les traités du CETA, mais que nous inventions autour de la Méditerranée, avec l'Afrique notamment, des échanges solidaires et justes. Il y a donc cet enjeu alimentaire, et le troisième enjeu, c'est celui du renouvellement des générations. Il est connexe dans cette décennie dans laquelle va s'inscrire la politique agricole commune et le PSN dont nous débattons. Il y a entre un paysan sur 2, un paysan sur 3, ça dépend là aussi de la manière de compter, qui va partir dans une juste retraite que nos combats législatifs ont contribué un tout petit peu à revaloriser. Ils vont partir en retraite. S'il n'y a pas de relève, l'agroécologie, la sécurité collective et même les bilans carbone, c'est de la littérature. Il faut assurer une relève, partager le foncier. Et je crains, Monsieur le Ministre, que la proposition de réforme qui va arriver la semaine prochaine devant le Parlement ne soit ni à la hauteur des enjeux, ni même sous l'angle qui conviendrait pour ce combat que, vous le savez, je porte et nous portons depuis maintenant près de 7 ans. Alors, moi, je voudrais qu'aujourd'hui, on puisse débattre de ce que pourrait être un PSN, non pas de correction de l'ensemble des revenus, qui nous encourage à une forme d'immobilisme ou d'équilibre entre les uns et les autres, les revendications des pressions sous lesquelles vous êtes, mais que nous prenions un petit peu de hauteur et que nous soyons capables d'imaginer un PSN qui, certes, garantisse une stabilité suffisante à chaque filière, chaque artisan du récit agroalimentaire de la France, mais qui, au-delà de ces questions-là, soit un véritable investissement. C'est bien sûr l'enjeu d'une agroécologie qui soit celle des prix reconnus non seulement sous des labels de qualité et des signes de qualité, mais également par une haute valeur environnementale qui, je l'ai dit à plusieurs reprises dans les débats qui nous ont réunis, doit être réformée comme le label AB, sous peine de rater la révolution carbone et sous peine de rater les enjeux du partage de la terre, du partage de la valeur en son sein. Des critères sociaux et environnementaux doivent venir enrichir ces 2 labels clés des moteurs de l'agroécologie. Une agroécologie du prix, mais également une agroécologie des coûts, parce que nous savons que les bonnes pratiques sont des pratiques plus économes, plus résilientes, et qu'elles nous permettront de résister aux vents mauvais. Le pari également d'investir dans l'agriculture de groupe pour quelques dizaines d'euros quelques poignées d'euros par hectare. Nous pouvons privilégier toutes les formes collectives d'organisation qui permettent d'économiser les coûts de production au-delà même des pratiques des intrants par la mécanisation, le partage du capital, les mutualisations des savoirs et du matériel. Favoriser par la PAC une agriculture de groupe, c'est à notre portée dans les écorégimes. Enfin, favoriser
y compris par les aides de la politique agricole commune. Nous l'avons fait avec bonheur dans la filière ovine, la constitution d'associations d'organisations de producteurs capables de faire des contrats pluripartites et pluriannuels entre fournisseurs industriels et transformateurs. Voici des horizons qui évitent la dégradation des prix. Bien sûr, il y a les mesures agro-environnementales, l'agriculture biologique et les MAE qui supposeraient un transfert du premier au deuxième pilier. Nous en sommes partisans. Vous avez comme instrument la convergence. Vous avez comme convergence les deux piliers et leur transfert, le plafonnement des actifs. Vous avez écarté cette hypothèse. Si nous n'ouvrons pas le débat de la redistribution et du plafonnement des aides par actif, alors nous ne pourrons pas satisfaire les mesures d'éco-régime ou d'éco-schème qui permettent d'investir dans une nouvelle économie agricole au rendez-vous des marchés du futur. C'est le sens de ce que nous allons débattre aujourd'hui. Éviter tout immobilisme, toute démagogie, investir dans les transitions du futur. Merci. Je vous remercie.